Bonsoir à tous. Je suis Élise Alphonse de CCMO Mutuel. Je suis directeur adjoint en charge de la communication et j'ai le plaisir d'animer cette conférence ce soir, de vous accueillir à la CCMO avec mes interlocuteurs. Pour la 11e année, nous allons traiter du thème de l'audition et c'est avec plaisir qu'on va répondre à toutes vos questions ce soir. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez passer par le chat, nous les envoyer et puis je les poserai à mes interlocuteurs. Le sommaire de la soirée. Donc, nous allons traiter du parcours de soins de l'audition, de l'appareil auditif, de l'appareillage auditif, pardon, comment choisir son matériel, et nous reviendrons également sur la prise en charge financière et le 100% santé. Pour traiter du sujet ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir des experts. Sébastien Leroy, que vous pouvez... Sébastien, si vous voulez bien lever la main comme ça, les personnes pourront vous identifier. Sébastien Leroy, qui est porte-parole de l'association Journée nationale de l'audition. Philippe Metzger, qui est audioprothésiste à Paris et secrétaire général de l'association JNA. Également, Magali Roussil, responsable du pôle entrant à la CCMO. Nous allons tout de suite démarrer cette conférence et je souhaiterais poser une question à Sébastien Leroy pour qu'il nous dise à quoi sert l'oreille et pourquoi il est indispensable de consulter lorsque l'on éprouve un trouble de l'audition. Merci beaucoup, Élise, et merci à vous de votre présence pour cette fenêtre sur l'audition. L'oreille est merveilleuse. Elle est merveilleuse parce qu'elle nous permet de vivre plein de choses au quotidien, de communiquer ensemble, c'est l'une des premières fonctions, mais également de développer les émotions, et puis un rôle essentiel que nous allons également comprendre. Et ça nous permet de comprendre pourquoi les yeux se ferment et que les oreilles restent ouvertes en permanence. Effectivement, comme vous pouvez le voir à l'écran, du pavillon jusqu'au conduit auditif, tout est extrêmement personnel, individualisé dans la question de l'audition. Déjà, le pavillon, même si on a la croyance que tous les pavillons se ressemblent, en fait, il est très personnel dans son dessin. Le conduit auditif également a des formes différentes, même s'il a la même fonction pour nous tous, ce conduit auditif prend des formes différentes en fonction des individus. Et c'est des choses extrêmement importantes parce que ça va influer sur le choix des matériels lorsqu'on aura besoin éventuellement de s'équiper en aides auditives. Et puis, une chose extrêmement importante, avant qu'on aille un petit peu plus avant, c'est aussi cette fameuse cire qu'on appelle le cérumen, qui aide, chaque chose ayant sa raison d'être, la cire, le cérumen aide les ondes sonores à glisser, à surfer jusqu'au tympan pour bien faire vibrer le tympan. Donc attention à ne pas passer son temps à vouloir enlever cette cire jaunâtre qui nous dérange tous parce qu'elle a vraiment sa raison d'être. Ensuite, le tympan va vibrer et en vibrant, il va aussi actionner dans l'escargot mauve qu'on appelle la cochlée, les petites cellules sensorielles de l'oreille qui vont venir piquer le nerf auditif qui va, lui, transmettre les informations au cerveau, car oui, tous ces mécanismes-là sont au service aussi du cerveau pour qu'il puisse correctement décoder en permanence. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre parce que pendant longtemps, dans la prévention dans le domaine de l'audition, nous sommes arrêtés à expliquer que oui, dans certains cas, on va user prématurément ou du fait de l'avancée en âge qu'on appelle la presbyacousie, qu'on va user les petites cellules sensorielles de l'oreille. Mais la finalité aujourd'hui dans le domaine de la santé publique, c'est de garantir la bonne stimulation du cerveau en maintenant tous les mécanismes de l'audition et donc tous ces mécanismes jusqu'aux petites cellules sensorielles et le nerf auditif. Donc extrêmement important au quotidien parce que grâce à l'oreille et au cerveau, à cette partie du cerveau dédiée à l'audition, nous communiquons, nous transmettons des émotions et surtout, nous restons bien connectés aussi au niveau de notre cerveau. Et effectivement, ces trois fonctions clés nous sont essentielles depuis notre naissance. La communication, mais alors attention, et Philippe Metzger tout à l'heure vous en parlera,
la communication. Il y a une différence à faire entre entendre, bien entendre pour bien comprendre. Entendre est en général possible puisqu'il reste toujours des cellules sensorielles, même si une partie du capital a pu s'user. Nous allons donc entendre, mais permettre au cerveau de décoder correctement les informations qu'il reçoit, c'est une autre affaire. Et là, c'est vraiment la différence. Quand on arrive à bien comprendre, on décode facilement, on reste dans la conversation instantanée avec nos interlocuteurs. Donc, c'est un vrai indicateur à partir du moment où en cours de journée ou régulièrement j'ai des difficultés de compréhension de la parole, c'est une alerte. Et en parlant, de l'alerte, c'est quelque chose de merveilleux, là encore, à comprendre que l'oreille est un vrai radar sensoriel. Lorsque vous avez envie de traverser la rue, qu'il y a du soleil en pleine face, vos yeux, par réflexe, vont se fermer. La voiture est encore pas sur vous, donc votre corps ne va pas vous alerter. Qu'est-ce qui reste? Effectivement, c'est l'oreille. Et cette fonction d'alerte est extrêmement importante et bien évidemment, elle est reliée à nos instincts de survie, mais au quotidien, elle nous permet aussi de se sentir dans un confort, dans son environnement sonore, si on ne se sent pas perturbé ou en danger. Et puis, cette fonction émotionnelle, depuis notre naissance, nous associons au son des émotions. Il y a des fréquences qui vont être agréables à certains, mais désagréables. Et la même fréquence va être désagréable à d'autres. Et ça, c'est vraiment encore, vous voyez, très individuel. Et ce qui est intéressant à comprendre, puisque dans notre vie collective, on vit ensemble, donc ça va jouer, que ce soit au niveau de notre ambiance de travail ou personnelle, le fait que, il y a des fréquences qui vont crisper certains et pas d'autres. Donc vous voyez que tout ça derrière ces mécanismes, c'est extrêmement intéressant de s'intéresser à comment ça marche pour aller plus loin dans le bien vivre ensemble, le bien vieillir et bien apprendre quand on est enfant. Et effectivement, on voit qu'au travers de ces 3 fonctions essentielles, si on veille bien à ce que ces mécanismes soient bien, maintenus d'une manière ou d'une autre, soit de manière naturelle, soit en aidant et aujourd'hui, pour aider, Philippe Médger vous l'expliquera, nous avons 7 solutions médicales qui sont les aides auditives pour le moment. Donc, on va pouvoir, comme ça, améliorer au quotidien en veillant bien à son oreille sur sa sécurité intérieure via la fonction d'alerte, éviter de sursauter quand quelqu'un rentre dans l'appartement parce que je n'ai pas entendu rentrer, ou quelqu'un qui est derrière dans la queue de la boulangerie et que je n'ai pas aperçu qu'il arrivait derrière, etc. Jouer sur la qualité des relations entre nous tous, et puis dans certains cas, plus on avance en âge et plus on laisse faire la perte auditive, on va effectivement se mettre en retrait. Peu à peu, on va avoir peur aussi de sortir à l'extérieur quand on est, senior, d'un certain âge. On va craindre, d'aller dans la rue parce qu'on ne peut plus s'appuyer sur la fonction d'alerte et puis quand on me parle à la boulangerie ou au supermarché, je comprends moins bien. Donc du coup, je vais lâcher et je vais moins sortir. Donc mon tonus musculaire va aussi être affecté. Et puis sur des cas de grand âge, quand on laisse vraiment faire, qu'on ne parle plus, effectivement, c'est que les mâchoires sont reliées aussi à l'appétit. Et donc on peut possiblement chez nos aînés avoir une perte d'appétence. Et bien entendu, les dernières études en neurosciences nous démontrent une vraie action sur le cerveau. C'est ce qui a motivé les pouvoirs publics à aller vers le 100% santé en audioprothèse, dont Philippe Médger et Magali vous parlera de ces aspects de prise en charge financière. Donc vous voyez que quelque chose qu'on a un petit peu oublié, délaissé de côté, parce qu'on a cru que c'était uniquement quand on avait bobo ou que quand qu'on arrivait au grand âge qu'il fallait peut-être s'en préoccuper. L'oreille est quelque chose de merveilleux au quotidien. Sébastien, je lis sur la présentation, vous indiquez santé mentale, ça veut dire qu'il peut y avoir des vraies répercussions psychiques et des difficultés? Les vrais mécanismes de la qualité de la relation aux autres, les vrais mécanismes de la joie de vivre, c'est d'être ensemble, de communiquer ensemble.
Donc, plus on reste connecté et plus on reste dans bien comprendre, c'est-à-dire bien entendre pour bien comprendre, plus on reste en connexion avec les autres de manière orale et plus ça va jouer sur notre santé également psychologique. À partir du moment où on se met en retrait des autres, on va être dans un phénomène de repli intérieur à cause de la perte auditive qui n'est pas forcément pas gérée. Et du coup, plus on se met en repli intérieur et moins on a le moral, plus on perd effectivement le tonus psychologique. Mais également, il faut comprendre qu'effectivement, ce n'est pas toujours aisé de s'entendre dire: «Ben là, vous avez une baisse des capacités auditives qui, nécessite d'être équipé», ce qu'on appelle un appareillage. C'est pas toujours évident, il nous faut un temps d'acceptation, il faut un temps d'arriver à se réharmoniser avec l'idée qu'on va, vivre avec des aides auditives. Mais le gain, une fois qu'on les porte et qu'on arrive à retrouver cette connexion aux autres de manière beaucoup plus spontanée, sans peiner à comprendre, effectivement, de va vite, hein, pallier, ce sentiment que, oui, mon image de moi va être dégradée et cetera, ce qui est une fausse croyance qui peut être, vraiment pénalisante sur le plan de la santé. D'accord. Et Juste- effectivement, la presbyacousie, oui, Élise, vous nous amenez à la presbyacousie et on sait qu'à peu près, ça touche à peu près 30-40 des sexagénaires, tout simplement parce qu'il y a un caractère génétique. Il faut bien comprendre que la presbyacousie est un phénomène universel, naturel sur l'ensemble de la planète. Ça ne touche pas tout le monde et Philippe le reprendra, ça ne touche pas tout le monde puisqu'il y a un caractère génétique. Mais vous voyez que quand même, on n'est pas les seuls isolés à possiblement être touchés par, affectés par la presbyacousie qui, je le répète, est quelque chose de naturel. Il y a d'autres causes de perte auditive, et notamment des causes à cause de nos modes de vie et de consommation, des écouteurs à plein volume à longue durée, et le fait de ne pas laisser l'oreille se reposer, avoir un temps pour souffler. d'accord. Donc, si je perçois ou que l'on me fait remarquer que j'entends mal, qu'est-ce que je dois faire? La première des choses, c'est effectivement, consulter. Encore un Français sur 2 n'a jamais réalisé de bilan complet de son audition au cours de sa vie, ce qui est un ratio qui reste malheureusement stable, qui ne bouge pas et qui devrait pourtant, on devrait intégrer de manière beaucoup plus spontanée et systématique un bilan complet de son audition, comme on fait pour les dents, comme on fait pour le cardiovasculaire, pour, le dentaire, mais aussi pour le visuel, de la naissance jusqu'à la fin de vie, intégrer son suivi, car il est très difficile aujourd'hui d'arriver à objectiver, est-ce que c'est une perte d'attention? Est-ce que là, j'étais pas concentrée? Voilà, ça va être souvent ce qu'on va se dire, mais la meilleure manière d'objectiver, comme quand si on veut vérifier que notre bilan sanguin est bon, c'est le bilan complet chez le médecin ORL. Et le parcours de santé en France, c'est médecin généraliste qui nous envoie chez le spécialiste, le médecin ORL, qui est le spécialiste de l'oreille. D'accord. Et donc, une fois que j'ai vu mon ORL, qui m'a diagnostiqué des difficultés et qui m'envoie vers un audioprothésiste, je Alors, vais voir un professionnel comme Philippe. comme Philippe. Alors, effectivement, l'ORL va faire toute une batterie de tests, d'examens, hein, pour vérifier, de poser son diagnostic. Il va vous poser également des questions sur vos modes de vie et comment, vous êtes gêné au quotidien, hein, au cours de votre vie, quand vous allez faire des courses, quand vous travaillez, quand vous êtes avec votre famille. Comment vous êtes touché et éventuellement, dans votre vie sociale, hein, l'indicateur de la vie sociale. Comment je suis connectée à la vie sociale? Et à partir de tous ces éléments, il est le seul habilité à poser un diagnostic sur une éventuelle perte auditive. À partir du moment où il considère que tous les éléments sont rassemblés et qu'il y a besoin d'une compensation de la perte auditive, donc la nécessité d'un appareillage, il va prescrire la nécessité du port d'appareillage et c'est le professionnel audioprothésiste qui va prendre la relève pour aller accompagner le patient vers le meilleur choix, d'aides auditives en fonction des caractéristiques propres à chacun. D'accord. Mais Philippe va effectivement,
évoquer tous ces côtés-là. Justement, Philippe, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle d'audioprothésiste dans ce parcours? Alors, je ne sais pas si Philippe nous entend. Son micro est coupé. Voilà. Vous m'entendez? Bienvenue, Philippe. Bonjour. Oui, donc ce qui est important, c'est de faire comprendre aux patients l'intérêt de l'appareillage auditif. Je pense qu'en premier lieu, c'est ça. Parce que une aide auditive, ça doit se porter assez régulièrement. Si possible, le mettre le matin et le retirer le soir. Et donc, si la personne n'adhère pas totalement au concept, il aura beaucoup de mal parce qu'il est évident qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire, moi, j'ai besoin d'entendre uniquement j'ai des difficultés uniquement dans certaines périodes de la journée ou périodes de ma vie. Le reste du temps, finalement, quand je suis chez moi, je n'ai pas spécialement besoin d'entendre ou je n'ai pas de problème. Et on leur explique bien qu'il faut qu'ils portent leur appareil le plus souvent possible dans la journée pour que ça soit efficace dans les moments compliqués. Voilà. Donc, c'est faire comprendre à quoi sert l'appareil auditif et accepter que finalement les personnes le portent plus longtemps, c'est peut-être très important au tout début. Et bien sûr, leur expliquer d'autres choses, les différents types d'appareillage et les différentes qualités d'appareil. D'accord. Et vous pouvez nous expliquer comment fonctionne une aide auditive quand… Oui, alors aujourd'hui, on pourrait simplifier l'appareillage auditif en disant que c'est un microphone, un microprocesseur qui va traiter les signaux, et donc les signaux de parole ou les signaux de bruit, et puis un écouteur qui va envoyer du son dans l'oreille, finalement, parce que la plupart du temps, on travaille ce qu'on appelle en conduction aérienne, c'est-à-dire qu'on va faire passer le son par le conduit auditif pour faire vibrer le tympan. Et donc, un appareil auditif, c'est un système d'amplification, mais sélectif en vérité, c'est-à-dire que autrefois, avant l'avènement du numérique, c'était simplement des amplificateurs, c'est-à-dire que en vérité, quand vous avez une perte auditive, vous avez trois distorsions, trois choses qui se passent. La première, c'est la perte d'intensité, c'est-à-dire l'impression qu'il y a certains sons qui ne sont pas assez perçus ou pas perçus du tout. La deuxième, c'est le problème de sélectivité fréquentielle. C'est ce que la plupart des gens ne s'aperçoivent pas qu'ils entendent moins bien, ils s'aperçoivent qu'ils ne comprennent plus dans le bruit ou que dès qu'il y a un peu trop de monde, ils ne comprennent pas. Ça, c'est le deuxième problème de la surdité, c'est la sélectivité fréquentielle, c'est le pouvoir séparateur de l'oreille. En vérité, quand on perd de l'audition, on perd à la fois de la capacité à entendre des sons faibles ou des sons moyens, et puis on perd surtout une capacité à comprendre dans le bruit. D'accord. Donc ça c'est d'ailleurs, les indices qui peuvent amener à penser qu'on a un problème d'audition, c'est typiquement la télévision, quand les gens nous disent, moi, un seul locuteur, tout se passe bien, et dès qu'il y a un téléfilm avec plusieurs locuteurs ou qu'il y a un petit peu de musique, d'ambiance sur le film, j'ai beaucoup de problèmes. Ça, c'est un signe d'une perte auditive, c'est-à-dire qu'on ne s'aperçoit pas qu'il y a certains sons qu'on entend mal, mais on s'aperçoit que dans certaines situations, on ne comprend pas. D'accord. Vous nous aviez, en préparant la conférence, on avait fait une diapositive sur le fonctionnement de l'aide auditive avec, je dirais, des éléments techniques. Alors, Chloé peut peut-être mettre la slide à l'écran. Oui, voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, voilà, comment, ce qu'il y a dans une aide auditive, en fait? Voilà. Alors, en réalité, ça doit être… Quand on a fait le 100% santé, on a donné un cahier des charges minimum pour les appareils classe 1. Donc, à mon avis, ça se référait à ça, c'est-à-dire qu'un classe 1, par exemple, doit avoir un minimum, je vois que le nombre de canaux doit avoir un minimum de 12 canaux. Donc, en réalité, aujourd'hui, vous ne trouvez pas sur le marché d'appareils auditifs qui ont moins de 12 canaux. Les canaux, c'est la deuxième ligne, hein. Les canaux, en réalité, c'est simplement… comme on travaille en numérique, on va découper les champs fréquentiels en plusieurs bandes de fréquences. Et donc, ça va être le nombre de canaux. Donc, plus on va avoir de nombre de canaux, plus on va pouvoir augmenter ou baisser l'intensité
sur un canal précis plutôt que sur l'intégralité des canaux. Hein. Donc, le nombre de canaux, c'est ça. Le type de pile, bien sûr, c'est l'autonomie, c'est-à-dire que plus la pile est grosse, plus elle a d'autonomie. Plus la pile est petite, plus l'appareil va être discret, mais plus l'autonomie va être faible. Par exemple, les piles 10 sont les piles qui sont très petites et qui sont utilisées la plupart du temps dans ce qu'on appelle les intra-auriculaires, l'appareil qu'on met complètement dans l'oreille. Les piles 312, c'est les piles les plus communes dans les contours d'oreille, dans les micro-contours d'oreille. La pile 13, c'est aussi un appareil c'est une pile qui est assez commune dans les contours d'oreille, mais un petit peu plus gros. Et la pile 675, on n'en voit pas beaucoup, c'est pour les surdité très profondes avec des appareils contours d'oreille assez gros. Ils nous disent aussi que les numéros 10, oui, peuvent aller de 5 à 7 jours. C'est vrai qu'une pile numéro 10 a une autonomie assez faible, on va dire 3-4 jours. Une pile 312 a une autonomie d'à peu près une semaine, une pile 13 d'à peu près 2 semaines, une pile 675, elle peut aller jusqu'à pratiquement 3 semaines d'autonomie. Plus l'appareil est petit, plus la pile est petite, plus l'autonomie est faible, ça c'est sûr. Les appareils rechargeables, c'est tout simplement les appareils qu'on recharge. Alors ça veut dire qu'un appareil rechargeable, ça peut être pratique, mais ça peut être aussi pas pratique. Il ne faut pas penser que le rechargeable n'est qu'une bonne solution. Ça a aussi des inconvénients parce que le rechargeable, ça veut dire que tous les soirs, il va falloir recharger votre appareil. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de changer la pile, donc il n'y a pas besoin d'ouvrir le tiroir pile. Pour certaines personnes, ça peut être très pratique. Et alors, la première fonction, c'était les communications interaurales, l'intercène, la réduction de bruit, la réduction de bruit impulsionnel, la connectivité Bluetooth. Alors, disons que c'est on va les prendre par exemple dans la communication interaurale. En réalité, aujourd'hui, les appareils étant numériques, ils ont une puce, enfin un microprocesseur qui a ce qu'on appelle qui intègre un système interoral de proximité. C'est-à-dire que les appareils peuvent communiquer entre eux. Pratiquement tous les appareils le font maintenant. Et donc, par exemple, si vous avez une source de bruit à droite et une source de parole à gauche, l'appareil va automatiquement basculer son microphone plutôt du côté de la parole et un petit peu moins du côté du bruit. L'anti-Larsen, ça c'est un phénomène que vous connaissez bien, qu'on appelle le feedback en anglais. À partir du moment où vous amplifiez un son qui est une sinusoïdale, vous avez un risque d'accrochage et donc d'effet Larsen, de sifflement. Donc, pratiquement aujourd'hui, tous les systèmes électroniques ont un système anti-Larsen embarqué qui va permettre de signer le son qui sort de l'écouteur. À partir du moment où il va revenir sur le microphone, il va être soit réduit, soit décalé en fréquence de manière à ce qu'il n'y ait pas de feedback, de retour du son. Donc, c'est autrefois, vous savez, souvent on disait les appareils auditifs, ça siffle tout le temps. Mon grand-père a un appareil, il n'arrête pas de siffler. Donc ça, c'est pratiquement terminé. Le Larsen, aujourd'hui, tous les appareils ont un anti-Larsen. Réducteur de bruit, c'était la capacité des microprocesseurs à séparer une enveloppe spectrale qui ressemble plutôt à du bruit, à une enveloppe spectrale qui ressemble plutôt à de la parole. Et on va traiter différemment les deux enveloppes de manière à réduire légèrement l'enveloppe spectrale du bruit pour faire émerger la parole. En réalité, un appareil auditif, ce n'est pas simplement un amplificateur. On dit qu'un appareil auditif, il n'a d'intérêt qu'à partir du moment où il peut faire une émergence de la parole. Tout ce qui nous intéresse, c'est l'émergence de la parole dans le bruit. C'est vraiment le seul indicateur de la réussite. La réduction de bruit impulsionnel, c'est tout bête, mais c'est vrai que c'est bien pratique. En réalité, l'appareil essaye toujours d'amplifier les sons faibles parce que finalement, c'est les sons que vous entendez mal dès que vous avez une perte d'acuité auditive. Et c'est très désagréable pour quelqu'un qui est appareillé d'entendre, par exemple, un collègue qui a un stylo et qui appuie sur son stylo, un petit peu comme ça, vous voyez, et puis qui fait clic-clac, clic-clac, clic-clac. C'est très amplifié pour les gens qui ont un appareil auditif. Maintenant, on a des systèmes qui vont permettre que les bruits dits impulsionnels, c'est-à-dire ce type de bruit-là, soient émoussés par rapport à un son faible. Donc, ça permet le réducteur des sons impulsionnels, c'est un système qui est embarqué dans beaucoup d'appareils auditifs et qui permet d'éliminer cet inconvénient des appareils auditifs. La connectivité Bluetooth, aujourd'hui,
la plupart des appareils auditifs sont connectés en Bluetooth à votre téléphone, par exemple. Ça vous permet d'avoir les appels téléphoniques directement dans vos appareils et d'entendre la personne qui vous parle directement dans l'appareil, voire même d'utiliser le microphone de l'aide auditive comme microphone. Donc, finalement, vous pouvez laisser votre téléphone dans un rayon de 5-6 mètres et puis répondre à l'appareil téléphonique avec votre appareil auditif et puis parler directement comme je vous parle là. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre le téléphone et de le mettre à l'oreille. Je crois même, Philippe, que la TV aujourd'hui et certains téléviseurs ont la connectivité Bluetooth. Ouais, voilà, c'est ça. Peut avoir Vous la pouvez avoir TV la télévision en directement direct. dans les aides auditives. Ouais, c'est vrai. Avec l'inconvénient du Bluetooth, qui est une portée assez faible, hein, c'est-à-dire que si c'est dans la pièce, ça va, mais ce n'est pas comme un casque audio où vous pouvez carrément sortir de la pièce et aller dans la cuisine. Là, dès que vous allez sortir de la pièce, vous êtes à plus de 5 mètres, ça va couper, mais ça reviendra automatiquement quand vous allez revenir dans la pièce. Ce sont des vrais petits bijoux technologiques, hein, des vrais outils techno. Ouais, aujourd'hui, on a Et- tendance à dire que la puissance de calcul des appareils auditifs est largement supérieure à l'intégralité de la capacité de calcul qu'avait Apollo 11 quand il est parti sur la Lune. Donc, tout ça embarqué Alors, dans un petit appareil. quand on est comme ça, novice, comme moi, et peut-être les personnes qui nous écoutent, sont quoi les critères pour bien choisir ces aides auditives? C'est voilà, qu'est-ce qui va vous permettre de proposer le bon appareillage? Alors, ça va d'abord être, à mon avis, le côté pratique. C'est-à-dire que c'est vrai qu'une personne qui est jeune, qui n'a pas de problème de préhension, de manipulation, de toucher, on pourra éventuellement lui proposer un appareil assez petit, assez discret. Si quelqu'un a des problèmes de manipulation, on va plutôt essayer de lui trouver un appareil pratique à mettre, pratique à retirer, et qui va peut-être être un tout petit peu moins discret. Le type d'appareil, il va être fonction de la perte auditive, il va être fonction de la forme du conduit auditif, de la forme du pavillon de l'oreille, des capacités tactiles, sensitives de chaque personne, des capacités visuelles aussi, parce qu'il y a des personnes qui sont atteintes à la fois de problèmes d'audition et des problèmes de vue. Voilà, tout ça, ça va être une espèce de discours qu'on va avoir avec la personne pour voir un petit peu quelle est la possibilité que lui peut accepter et que nous, on puisse accepter aussi en lui disant, bah voilà, là, vous allez être satisfait ou au contraire, là, vous allez avoir peut-être un problème. De toute manière, c'est vrai que comme on a un mois d'essai à peu près, ça va nous permettre, si vraiment on s'aperçoit que la personne veut par exemple un intra-auriculaire et qu'à notre avis, ce n'est pas possible, de lui proposer un intra et puis ensuite de lui proposer un mini contour et puis il choisira ce qu'il préfère. D'accord. Donc, ça passe quand même par Oui, échange. automatiquement, c'est vrai qu'il y a un gros discours à avoir avec son audioprothésiste Ouais. pendant l'appareillage, pendant les différents réglages qu'on va avoir pendant le mois d'essai, et puis tout au cours de la vie d'un appareil. Hein. C'est-à-dire qu'on voit grosso modo à peu près 2 à 3 fois par an les patients, et puis on les voit surtout à chaque fois qu'il y a un souci, ils nous téléphonent ou ils viennent nous voir, et puis on résout le problème. D'accord. Vous avez dit quelque chose, vous avez parlé d'intra-auriculaire, contour d'oreille. Est-ce que vous pouvez nous présenter les différents, justement, types Voilà. d'aide auditive? Alors là, on a mis à l'écran, la première, les intra-auriculaires, ce que c'est. Ah, alors, les intra-auriculaires, Voilà. c'est l'appareil qu'on va mettre dans le conduit auditif. Donc, l'idée première, c'est de se dire, ça ne va pas se voir du tout, puisque c'est dans le conduit auditif. Hein, c'est à l'intérieur, entre le pavillon de l'oreille et le tympan, finalement, et le plus proche possible du tympan, de manière à éviter les effets d'autophonation dus à cette cavité qu'on va créer entre le tympan et l'appareil. Alors, c'est possible dans beaucoup de cas, finalement. Mais ça a des limites. La limite, c'est la première chose, c'est qu'il nous faut un conduit auditif qui soit exempt de tout problème. Il ne faut pas qu'on ait
par exemple, d'otite externe fréquente, c'est les gens qui, dès qu'ils mettent la tête dans l'eau, ils ont l'oreille qui les gratte un petit peu, par exemple. Il faut pas qu'on ait de perforation tympanique, bien sûr. Donc, il y a des petites choses à vérifier. Mais c'est vrai que ça peut être un appareil très discret. Ça peut être aussi un appareil qui n'est pas très discret parce que si votre conduit auditif est très petit, pour placer toute l'électronique, on va être obligé de l'externaliser un peu. Et donc, finalement, ça fait un appareil qui est complètement dans l'oreille, certes, mais est plutôt visible. D'accord. Par exemple, les Américains, eux, souvent veulent un appareil qui se voit pas, enfin qui soit pas au-dessus de l'oreille, mais qui se voit, ils s'en fichent. Donc des fois ils choisissent des gros intra-auriculaires. C'est des intra-auriculaires, mais qui sont très visibles, mais ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est que ça soit pas au-dessus de l'oreille. Oui. Justement, la slide d'après, c'était sur les contours d'oreille. Alors voilà, les mini-contours ou les contours d'oreille. Et puis alors, j'ai vu qu'il y avait des contours d'oreille RIC et BTE. BTE, voilà. BIGI. J'ai dit qu'on le faisait en anglais. Donc, RIC, c'est une abréviation anglaise qui veut dire Receiver in the Canal, c'est-à-dire que l'écouteur est dans le conduit auditif et on externalise. Donc, ce que vous voyez au niveau de la petite ombrelle dorée, transparent, ce qu'on appelle la dôme, ça rentre dans le conduit auditif. Le petit fil, c'est un petit fil électrique qui passe devant. Et l'appareil, le microprocesseur, lui, il est derrière l'oreille, mais plutôt au-dessus de l'oreille que derrière l'oreille. Je peux peut-être vous en faire voir un. Voilà, grosso modo, c'est ça. Voilà l'appareil. Alors, c'est aujourd'hui l'appareil. On voit pas beaucoup. Hein. Ah, vous le voyez pas? Voilà. Si vous l'approchez. C'est l'appareil le plus couramment vendu parce que ça permet d'avoir une discrétion à peu près correcte parce qu'il est au-dessus de l'oreille. Et puis la partie qui rentre dans l'oreille, voilà, donc ça donne quelque chose comme ça. Alors, vous avez du mal à le voir parce que ça ne se voit pas. Oui, avec les cheveux, ça ne se voit pas, effectivement. Voilà, donc en vérité, c'est des fois plus discret qu'un intra-auriculaire. Et puis, ça a l'avantage de pouvoir être connecté en Bluetooth parce que étant donné que l'appareil est extérieur, vous pouvez mettre une antenne à l'intérieur, donc vous pouvez avoir du Bluetooth. Et puis, c'est pas très inconfortable dans le conduit auditif, c'est même très confortable dans le conduit auditif parce que vous avez juste ce petit dôme qui rentre dans le conduit auditif et rien d'autre. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le marché s'est beaucoup développé dans ce type d'appareil-là qu'on appelle mini-contour ou RIC. D'accord. Versus les intras qui sont des appareils quand même beaucoup plus… alors qui peuvent être plus discrets, mais qui des fois sont un petit peu visibles. Donc ça, c'est un petit… alors je vous fais voir comme ça. Voilà, ça, c'est un petit appareil qu'on peut mettre dans le conduit auditif. D'accord. Et c'est quoi la différence donc avec BTE? Alors, avec BTE, alors les BTE, vous n'en avez pas là, parce que ça, si c'est un BTE avec fil fin, oui, c'est vrai. Un BTE, c'est behind the ear, c'est-à-dire que tout est derrière l'oreille. En vérité, le microphone est derrière, comme avec le RIC, la pile est derrière, comme avec le RIC, le microprocesseur est derrière l'oreille, comme avec le RIC. Par contre, l'écouteur reste dans l'oreille. Et donc, vous avez un tube qui amène le son dans l'oreille. En vérité, le tube là est creux et c'est de l'air qui circule, alors que dans le RIC, c'est l'écouteur, donc c'est deux petits fils électriques. Alors la plupart des contours d'oreille, on les utilise comme vous connaissez un contour d'oreille de vos grands-mères, c'est-à-dire que vous avez un tube qui fait 2,5 mm et un embout sur mesure avec une empreinte du conduit auditif de manière à bien fixer l'appareil dans l'oreille. Donc le contour d'oreille, c'est plutôt fait d'abord pour des problèmes de puissance, parce qu'on peut avoir des appareils beaucoup plus puissants en contour d'oreille qu'en RIC ou qu'en intra. Et deuxièmement, pour un gros problème de manipulation. Quand vous avez une personne qui a des problèmes d'épaule, qui a des problèmes de préhension, des problèmes de vision dans l'espace, typiquement une personne âgée en EHPAD, par exemple, vous avez fortement intérêt à lui conseiller un contour d'oreille parce que c'est beaucoup plus facile à manipuler. Et pour le personnel assistant, par exemple, pour les aides, c'est aussi plus pratique d'avoir des appareils comme ça. On peut mettre des appareils rechargeables avec une grosse autonomie, donc voilà, ça présente beaucoup d'avantages. Le RIC correspond à tous les cas de figure, que ce soit les surdité légères ou profondes, avec l'avantage de ne pas être trop encombrant dans le conduit auditif, mais avec l'inconvénient d'avoir quelque chose au-dessus de l'oreille, même si
avec un tout petit peu de cheveux, ça ne se voit pas du tout. L'intra-auriculaire correspond beaucoup plus à des personnes qui ne veulent absolument pas avoir quelque chose au-dessus de l'oreille, qui n'ont par exemple pas du tout de cheveux pour les hommes, et qui ont un conduit auditif compatible avec l'intra-auriculaire, ce qui n'est quand même pas toujours le cas. Et qui ne produit pas trop de cérumen. Et qui ne produit pas trop de cérumen, oui, parce qu'on y arrive avec l'entretien, il suffit de nettoyer bien son appareil tous les soirs. Mais c'est vrai que si on a une très forte production de cérumen, on va avoir peut-être plus d'entretien à faire avec un intra qu'avec un contour. Mais ce que j'entends là au travers de notre discussion, c'est que effectivement, c'est très important tout le dialogue avec vous en amont pour avoir je dirais, l'aide auditive qui correspondra à notre mode de vie. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'échanges à avoir avec vous pour avoir la bonne aide. Il y a tout un parcours d'initiation qu'on va faire au malentendant, de manière à bien lui expliquer à quoi sert l'appareil auditif, pourquoi il faut le porter, et puis petit à petit, comme ça, en lui posant quelques questions, en regardant un petit peu la personne, en sachant qu'est-ce qu'il va faire avec son appareil, comment il va l'utiliser, on va l'orienter vers un appareillage qui va être satisfaisant, parce que finalement, comme nous, on va prendre en charge cet appareil pendant toute la durée de vie de l'appareil, qui peut durer 4 ans, parce que la sécurité sociale le renouvelle tous les 4 ans et que les appareils sont garantis pendant 4 ans contre tout problème. Donc, quand vous achetez un appareil auditif, vous ne pourrez pas le changer avant 4 ans, donc autant bien le choisir tout de suite. Et puis, nous, on le suivra pendant 4 ans, mais notre suivi ne s'arrête pas à la garantie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent, moi, je n'ai pas envie de le changer au bout de 4 ans, il marche encore très bien, mon appareil, je le garde. Et nous, on va continuer le suivi ad vitam aeternam jusqu'à ce que l'appareil ne fonctionne plus. D'accord, très bien. Donc, c'est vrai que le lien entre l'audioprothésiste et le malentendant ou le patient ou le client, comme vous voulez, est important. C'est vrai que choisir son audioprothésiste, c'est peut-être plus important que de choisir son appareil à l'arrière, parce qu'on dit souvent que l'audioprothèse, le résultat, il est opérateur dépendant. C'est-à-dire que pour un même type d'appareil, pour un même produit, vous allez avoir des résultats différents en fonction de l'audioprothésiste qui sera en face de vous. Oui. Une vraie relation de confiance, une relation intime au fur et à mesure pendant minimum 4 ans, puisqu'ensuite il peut y avoir renouvellement ou la continuité de l'appareil. Donc c'est un vrai parcours de vie qu'on fait avec son audioprothésiste. Et vraiment, le message des praticiens en audioprothésie, c'est que le patient ose vraiment expliquer son mode de vie, son quotidien, dans quelle situation il a besoin de rester connecté au mode de vie, et de manière à ce que le réglage, l'accompagnement et les aides auditives permettent le plus possible de maintenir ces modes de vie. Ces modes de vie sociaux, le théâtre, le cinéma, aller en soirée avec ses amis, etc. Et rester bien connecté dans son travail pour continuer à s'épanouir dans son travail avec les autres. Merci à vous. Alors là, on va aborder une autre partie justement de ce rendez-vous en ligne. C'est le coût des appareils auditifs et comment ils sont remboursés. Et j'aimerais poser une question à Magali. Notamment, Magali, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est le 100% santé qui a été mis en place par le gouvernement, nous dire de quoi il s'agit? Bien sûr, Élise. Donc, tout d'abord, bonjour à vous tous. Donc, effectivement, à compter du 1er janvier 2021, l'État a mis en place la réforme du 100% santé. Cette réforme vise à 2 choses. La première chose, permettre aux patients d'obtenir un remboursement à 100%, c'est-à-dire un reste à charge à 0, dans le cadre du 100% santé, mais également, ça vise également à simplifier le parcours de soins des personnes qui souffrent de problèmes auditifs. Bien sûr, au niveau donc, de cette réforme du 100% santé, les appareils auditifs vont être plafonnés au niveau d'un tarif. Donc, les appareils peuvent notamment être pris en charge totalement entre la sécurité sociale et les complémentaires santé. D'accord. Magali, et qui peut bénéficier d'un remboursement à 100% santé?
Alors, toutes les personnes qui bénéficient d'un contrat de complémentaire santé qui est dit responsable. Le dispositif s'adresse bien sûr à tous les patients qui ont des besoins d'appareils auditifs. Alors, il y aura par contre un prix plafonné qui va être différent selon l'âge du patient. Pour une personne qui va avoir moins de 20 ans, le produit auditif va être plafonné à 1 400 €. Par contre, pour une personne de plus de 20 ans, le tarif va être plafonné, lui, à 950 €. Pour bénéficier d'un remboursement, il vous suffit simplement en fait, d'obtenir une ordonnance de votre ORL. Et il faut effectivement que le remboursement se fasse pour les appareils auditifs de classe 1. Ah, justement, j'entends classe 1, ça m'interpelle. Philippe, c'est quoi classe 1 et classe 2? Alors, voilà, Classe 1. Alors, classe 1, c'est pas comme le secteur 1, secteur 2, mais c'est un petit peu la même chose, hein. C'est-à-dire que le classe 1 correspond à des appareils non pas bas de gamme, mais des appareils entrée de gamme. Aujourd'hui, les appareils classe 1 sont plutôt assez perfectionnés. Et c'est vrai que certains audioprothésistes ont dit, si on fait des classes 1 aussi bons, on ne va jamais vendre de classe 2. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la classe 1, ça représente 40% des ventes des audioprothésistes, hein. C'est-à-dire que ça a pris, quand on avait discuté de la réforme avec le gouvernement nous avait dit, écoutez, on va faire une réforme, mais il faut absolument que vous soyez au moins à 20% de taux d'appareillage en classe 1 par rapport à la classe 2. On a été des bons élèves parce qu'on a doublé ce que pensait le gouvernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors ça dépend des secteurs. C'est vrai que dans les secteurs où les gens ont un niveau social qui est très haut, ou des revenus qui sont très hauts, ils vont plutôt faire du classe 2, et là où on a des revenus qui sont un petit peu plus faibles, on va plutôt faire du classe 1. Mais globalement, le classe 1 est un excellent appareil. Alors, la première chose qu'on va vous dire sur un classe 1, c'est qu'il n'est pas rechargeable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir d'appareil classe 1 rechargeable. Aujourd'hui, c'est que la classe 2. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a les avantages et les inconvénients rechargeables, il y a les avantages et les inconvénients aux piles. J'ai beaucoup de gens qui sont en classe 2 en pile. Donc, le classe 1 pile, c'est pas très compliqué et ça ne pose pas vraiment de problème. Si les gens veulent vraiment un appareil facile à manipuler au niveau du tiroir pile, on met une grosse pile, comme on avait vu, une pile 13, et puis on n'a plus de problème. On a eu à la fois une autonomie et puis une facilité de manipulation. Donc, le caractéristique de la classe 1 à pile et pas rechargeable, ce n'est pas un problème. La capacité, alors la discrétion des appareils, c'est exactement la même. C'est-à-dire qu'en classe 1, classe 2, vous avez les appareils intra-auriculaires, comme on a vu tout à l'heure, qu'on se met complètement dans l'oreille. Vous avez les appareils mini-contours, comme on a vu, qui est la majorité des cas d'appareillage. Et puis, vous avez aussi des appareils contours d'oreille en classe 1. Donc, on peut tout faire en classe 1. La seule petite différence, alors on avait parlé de la garantie 4 ans, la garantie 4 ans, vous l'avez que ce soit sur la classe 1 ou la classe 2, c'est strictement la même chose. La seule différence, ça va être la capacité du microprocesseur à filtrer les bruits par rapport à la parole. Donc, globalement, si vous êtes dans un milieu qui n'est pas spécialement très bruyant et que vous avez deux, trois interlocuteurs, pas plus, ou que vous n'êtes pas très souvent dans une situation très polluée, ce qu'on appelle, c'est-à-dire avec beaucoup de bruit, beaucoup de paroles différentes, la classe 1, elle suffit largement, hein. Et puis, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec Magali, vous n'avez pas d'avance, vous avez zéro reste à charge et vous n'avez pas surtout d'avance financière à faire, puisque la plupart du temps, les audioprothésistes vont vous faire un tiers payant pour la partie régime obligatoire, la partie sécurité sociale, et puis la partie payée par votre complémentaire santé si votre contrat est dit responsable, ce qui fait que sur à peu près un appareillage qui coûte 950 € x 2, c'est-à-dire 1 900 €, vous avez un remboursement de sécurité sociale qui va être à peu près de 440 € et puis le reste. On va voir la partie remboursement juste après, justement, oui, en effet. Donc, classe 1, classe 2, la seule différence, c'est la capacité de traitement de signal en milieu bruyant, c'est-à-dire ce rapport entre l'émergence de la parole par rapport au bruit, c'est tout. D'accord. Donc, les appareils de classe 1 sont de très bonne qualité. Oui.
Et les Aujourd'hui, classes vous avez 2, même des Bluetooth en classe 1. Hein. Donc, et les classes 2 ont des technologies supplémentaires. disons que quelqu'un qui a une très bonne mutuelle, parce qu'il y a des gens qui ont des très bonnes mutuelles, qui remboursent beaucoup plus que le niveau classe 1. Qui peuvent rembourser, par exemple, jusqu'à 1 700 €, puisque la réforme de santé a aussi impliqué que les mutuelles ne remboursent pas plus que 1 700 €, Sécu et mutuelles comprises. Donc, quelqu'un qui a une très bonne mutuelle, qui rembourse 1 700 €, il peut avoir du classe 2 sans reste à charge. Donc, dans ce cas-là, on va peut-être lui proposer du classe 2, puisque de toute manière, il n'y a pas de reste à charge. Il pourra profiter comme ça, dans des milieux très complexes, d'une meilleure sélectivité du bruit de la parole. Et quelqu'un qui a une petite mutuelle qui va juste lui rembourser le 100% santé à 950 €, mais par contre, qui va lui donner que le ticket modérateur pour la classe 2, dans ce cas-là, on va plutôt lui conseiller du classe 1, parce qu'en classe 1, il n'a pas de reste à charge. En classe 2, il aura peut-être 1 000 € de reste à charge. Ça peut aller assez vite. Mais vous rassurez quand même les personnes qui nous écoutent ce soir, les classes 1 sont quand même… Il est excellent, le classe 1. D'accord. Il est très bien. Esthétiquement, il est très joli. Il est la même chose que le classe 2, c'est exactement la même chose. Au niveau de sa qualité, c'est la même chose au niveau qualité mécanique, puisque l'appareil garantit 4 ans, exactement pareil. Donc, il n'y a pas une énorme différence entre la classe 1 et la classe 2. D'accord. Magali, justement, remboursement. Alors donc effectivement, comme l'a précisé donc à l'instant Philippe, on a 2 types d'appareils auditifs. On a l'appareil auditif donc de classe 1 qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sera pris en charge en intégralité entre la sécurité sociale et la complémentaire santé. Son prix maximum donc est de 950 €. La sécurité sociale va prendre en charge, elle, 240 € et nous prendrons le complément pour aller donc à un reste à charge pour le patient à 0 €. Ça, c'est pour l'appareil de classe 1. Ensuite, on a effectivement l'appareil de classe 2. L'appareil de classe 2, il faut savoir que l'audioprothésiste peut pratiquer directement un tarif libre. Donc là, effectivement, il y a un plafonnement de ce remboursement qui va être de maximum 1 700 €, comme l'a dit tout à l'heure Philippe. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut absolument que, au niveau donc, de la classe 1, que vous soyez sur un contrat de complémentaire santé qui est responsable. Pour bénéficier d'un remboursement. Tout à fait, exactement. D'accord. OK. C'est important, Élise. Dans le domaine de l'audition, on parle par oreille. Oui. Hein, toutes ces indications-là sont par oreille. Et il me semble, Philippe, qu'aujourd'hui, on équipe les 2 oreilles. Est-ce bien cela? Oui, pratiquement systématiquement, hein, parce que finalement, la capacité, notre système auditif nous permet d'avoir une localisation spatiale, donc de savoir d'où viennent les sons. Et en milieu bruyant, c'est très important d'avoir une localisation spatiale, parce que si on a une source de bruit à droite, une personne qui parle à gauche, par exemple, il faut que notre cerveau puisse identifier tout de suite que le son vient d'une certaine direction et que la parole vienne des deux. Donc, appareiller les 2 oreilles, c'est d'abord pour ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on a un effet de fusion stéréophonique. Donc, l'oreille droite se fusionne avec l'oreille gauche et vous apporte un relief sonore et une intensité supérieure. On chiffre à peu près à 3 décibels. 3 décibels, vous savez que c'est des logarithmes. En réalité, c'est le doublement de l'intensité. Donc, si vous bouchez une oreille, amusez-vous à le faire si vous voulez. Si vous avez 2 oreilles à peu près équivalentes, vous fermez une oreille, vous allez vous apercevoir que vous pouvez absolument plus savoir d'où viennent les sons, que vous avez l'impression que le son général a baissé et que vous avez beaucoup de mal à comprendre la parole. D'accord. Élise, si je peux me permettre également de préciser une chose qui est très importante pour les patients. Il faut savoir que votre audioprothésiste doit systématiquement vous proposer, quand vous allez faire un devis chez lui, il doit absolument vous proposer 2 devis. Un devis dans le cadre du 100% santé, mais également effectivement le devis avec des honoraires libres. D'accord. Il peut proposer les 2, mais il est obligé de présenter… Tout à fait. Au moins un devis dans le cadre du 100% santé pour que le patient ait un reste à charge à 0. D'accord. Je voulais rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. On parlait de mutuelles de produits mutuels qui remboursent peut-être selon ce que me rembourse ma complémentaire santé.
je peux avoir des fois un meilleur remboursement. C'est ce qu'on a dit. Et moi, voilà, j'aurais voulu, Magali, que tu nous expliques comment, par exemple, un exemple à la CCMO. D'accord. Donc là, effectivement, là, vous avez un exemple sur notre garantie, donc la garantie Senior 4. Notre patient qui est effectivement adhérent sur cette garantie-là pourra bénéficier, donc soit effectivement dans le remboursement de classe 1 d'un reste à charge à 0, et si par exemple il s'oriente vers la classe 2 avec un appareil à tarif libre, nous rembourserons maximum entre la sécurité sociale et la mutuelle, il y aura un remboursement maximum de 1 700 €. D'accord. Magali, j'ai une question de Stéphane. Oui. Stéphane W, qui me demande si 240 €, c'est le plafond de remboursement Sécu pour les classes 2 également. C'est 240 €, effectivement. Ça, Que c'est le ce soit remboursement que la sécurité sociale va faire. Aussi bien pour la classe 1 que pour la classe 2. Tout à fait. D'accord, très bien. Et j'ai une question de Pascal qui me demande comment elle peut savoir si elle a un contrat responsable. Alors, la majorité de nos contrats chez nous à la CCMO sont responsables, mais j'invite donc l'adhérente à nous contacter, donc au 03 44 06 90 00. On pourra vérifier avec elle si effectivement son contrat est bien un contrat responsable. Si elle a le nom de sa garantie, je pourrais lui répondre. Donc, Pascal, si vous êtes adhérente à la CCMO, avec le nom de votre garantie, on pourra vous répondre. À titre général, normalement, maintenant, je crois que sur les cartes de mutuelle, souvent les complémentaires santé ajoutent un R en majuscule quelque part, à droite, à gauche. Donc, dès qu'on voit un R majuscule, on sait que le contrat est responsable. Après, comme le disait Magali, c'est vrai que la CCMO, nous, la plupart de nos contrats sont composés de manière Je crois qu'il n'y a plus que les très vieux contrats qui avaient une cotisation qui était très faible. Donc, les complémentaires santé étaient incapables de faire du 100% santé pour ces contrats-là. Mais pratiquement tous les nouveaux contrats intègrent la 100% santé. On a beaucoup parlé des piles également. Les piles sont prises en charge. Il y a à peu près 7 plaquettes de piles qui sont prises en charge par la sécurité sociale. Oui, ça a changé, le remboursement des piles maintenant. Avant, on avait un forfait. Donc, les piles étaient gratuites pratiquement. Aujourd'hui, les piles ont bien baissé de prix. Grosso modo, suivant là où vous allez les acheter, ça peut varier entre 3,90 € la plaquette de 6 jusqu'à peut-être 5 ou 6 € par plaquette. Mais le remboursement, lui, est plafonné à 1,50 € entre la Sécu et la mutuelle par plaquette de pile. Et la quantité est fonction du type de pile. Par exemple, pour les piles 312, qui sont les piles les plus communément utilisées, vous avez droit à 7 plaquettes de piles par an, par appareil. Alors, j'ai une question justement. Alors, il y a les piles qui sont vendues chez les audioprothésistes et il y a des piles qui peuvent être achetées sur Internet. Oui, bien sûr. Et la question du participant, c'est est-ce qu'on est remboursé de la même manière? Alors, normalement, oui. Mais pour être remboursé, il faut une feuille de soins. Donc, un volet de facturation, vous savez, le CERFA 3000, la fameuse feuille de soins que vous avez chez le pharmacien, que vous aviez, puisque maintenant on fait de la télétransmission, donc vous en voyez de moins en moins. Mais je peux peut-être vous faire voir ce que c'est qu'une feuille de soins. Je vais vous faire voir. Hop. Voilà. Oui, voilà. On va le mettre dans le bon sens. Voilà. Oui. Ça, c'est la feuille de soins classique que vous aviez chez le pharmacien, chez le médecin qui ne fait pas de la télétransmission et chez tous les professionnels de santé. Donc, les audioprothésistes étant des professionnels de santé, ils ont le droit d'émettre des feuilles de soins. Donc, si vous achetez vos piles chez un audioprothésiste, automatiquement, il vous fera une feuille de soins de manière à ce que vous puissiez vous faire rembourser la partie remboursement sécurité sociale et qu'ensuite la complémentaire santé vienne compléter les 1,50 €. En réalité, il y a 60% d'1,50 € qui est versé par la sécurité sociale, par plaquette de pile, et puis le reste par les complémentaires santé. Si vous l'achetez par Internet, il faudrait demander à ce qu'il vous fasse une feuille de soins parce que vous pouvez être remboursé que par une feuille de soins. Alors là, j'ai 2 questions qui sont arrivées qui se rejoignent. Alors, toujours dans le même sujet, bien que c'est est-ce que la CCMO recommande des audioprothésistes? Alors, Magali.
Alors, nous, à notre niveau, on ne recommande pas un audioprothésiste par rapport à un autre. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on accepte de faire le tiers payant avec tous les audioprothésistes de la France entière, mais on ne va pas effectivement recommander un audioprothésiste par rapport à un autre. Alors, je rebondis justement sur ce sujet-là. La question du participant, elle était peut-être plus orientée, et là, c'est peut-être Philippe qui va pouvoir nous répondre. C'est une personne qui est allée voir 2 professionnels audioprothésistes qui ne lui ont pas conseillé la même chose. Et donc, il se dit, lequel des 2 peut-être est sérieux? Qu'est-ce qui fait que je choisis ou non un audioprothésiste et je place ma confiance en un audioprothésiste? C'est toute la difficulté. Alors, je dirais que d'abord, la proximité a une importance. C'est-à-dire qu'autrefois, on était très peu de professionnels de santé. J'ai connu une époque où on était 1000 audioprothésistes dans toute la France. Donc, les gens prenaient le train pour venir nous voir. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La France, aujourd'hui, doit compter à peu près 4000 audioprothésistes et il y en a de plus en plus maintenant qui s'installent. Comme je disais, le résultat, ce n'est pas tellement le produit. C'est-à-dire que vous n'achetez pas un produit, vous achetez un résultat, c'est une meilleure audition et un confort. Et donc, comme l'appareil est globalement assez opérateur dépendant, le résultat, il ne va pas tellement dépendre de la qualité du produit que vous allez acheter, mais surtout de la qualité de l'audioprothésiste qui va vous faire le réglage et surtout le suivi au long cours. Je dirais que pour répondre à la question de la personne, si vous avez l'impression que la personne s'intéresse, qui vous a posé les bonnes questions, que l'audioprothésiste vous a posé les bonnes questions, qui s'intéresse à votre cas, prenez celui-là. Voilà. Si vous avez quelqu'un qui est purement un commerçant et qui va vous dire je vais vous faire un bon prix sur cet appareil-là, vous allez voir, ça va être très très bon. J'aurais tendance à dire fuyez et prenez plutôt celui qui va vous dire mais écoutez, voilà mes tarifs, voilà mes appareils que je vous vends, voilà celui que je vous conseille et pourquoi je vous conseille celui-ci plutôt qu'un autre. Voilà. Et si vous avez l'impression que celui-là s'y connaît bien et qui s'intéresse à votre cas plus qu'à vous vendre un appareil, allez plutôt chez un professionnel qui est un vrai professionnel de santé et pas un marchand d'appareils. S'intéresser à votre cas, ça veut vraiment dire qu'il pousse les questionnements sur comment vous vivez, quelle situation au quotidien par rapport au bruit, au téléphone, tout votre mode de vie personnel. J'ai une question de Bernard qui nous demande, alors on va lui repréciser puisqu'on l'a dit, est-ce que l'audioprothésiste doit faire un devis obligatoirement? Bien sûr. Effectivement, il doit faire donc 2 devis même, je vais dire, pas qu'un seul, 2. Un devis dans le cadre de la classe 1, où il y a un reste à charge pour le patient à 0 €, et un second devis, effectivement, où il peut pratiquer des honoraires libres. Merci Magali. Le législateur, d'ailleurs, a bien fait ça parce qu'on a étudié le devis avec ce qu'on appelle la DGCRF, la Direction de la concurrence et des fraudes. Et donc, en réalité, le devis aujourd'hui est normalisé. Donc, le devis comporte toujours un classe 1 et classe 2 sur la même feuille, parce que c'est la norme. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un devis autrement. Donc, quand vous dites normalisé, ça veut dire qu'il doit suivre un cadre, et si je mets mes devis l'un à côté de l'autre, vous pouvez le comparer. On peut comparer, d'accord. Vous pouvez le comparer, vous aurez toujours en premier la classe 1 qui vous est proposée, enfin l'offre numéro 1 ou la classe 1, je crois que ça s'appelle, qui vous est proposée en première solution avec, si possible, le reste à charge 0, c'est-à-dire que, mais ça c'est dépendant de la mutuelle parce que la sécurité sociale, comme on l'a dit, a le même remboursement classe 1 et classe 2 et pour tout le monde. Donc, on connaît par cœur le remboursement sécurité sociale. Le remboursement de la complémentaire santé, ça va dépendre de votre contrat. Mais s'il est responsable, vous aurez un reste à charge égal à 0 en classe 1. Et s'il est responsable en classe 2, vous aurez ce qui correspond à votre cotisation en réalité. Alors, je continue dans la série des questions parce que l'heure tourne et on a beaucoup de questions. Philippe, la différence entre les intras CIC et ITC? Oui, alors,
dans la genèse des appareils auditifs intra-auriculaires, on a commencé par ce qu'on appelait les intraconques, c'est-à-dire que ça prenait toute la conque de l'oreille. Ça commence à revenir parce que maintenant, les gens veulent des intras rechargeables avec la connexion Bluetooth. Donc, on est obligé de mettre une antenne et un accu qui est plutôt assez gros, ce qui fait que pratiquement, on est revenu à l'intraconque. Donc, ça prend toute la conque de l'oreille. Hein. C'est plutôt visible. Ça, c'était les intraconques. Les tout premiers intras étaient des intraconques. Après, on est passé à des appareils plus petits qu'on appelle des intracanales. Alors, si vous regardez l'anatomie du conduit auditif, vous avez un trou, l'entrée du conduit auditif qu'on appelle le méa. Donc, un intracanal se trouve au niveau du méa du conduit, c'est-à-dire au niveau de la partie visible de l'entrée du conduit auditif. Ça, c'est un intracanal. Souvent, on appelle ça CIC en anglais, c'est-à-dire Complete in the Canal. Et puis, vous avez maintenant les appareils qui sont beaucoup plus à l'intérieur. Alors, pour qu'ils soient beaucoup plus à l'intérieur, il faut déjà qu'on ait un conduit auditif suffisamment profond et assez grand. En moyenne, un conduit auditif fait 2 cm 5. Mais vous avez des gens qui ont des conduits auditifs qui font moins de 2 cm, puis d'autres plus de 2 cm 5. Si vous avez un conduit auditif assez profond, on peut arriver à mettre l'appareil en C2I, c'est-à-dire complètement invisible in the canal. Et donc, il va se rapprocher du tympan. Dans ce cas-là, on va peut-être avoir 4 mm entre le méa et le début du conduit auditif, et le début de l'appareil auditif. Donc, il va être dans l'ombre du conduit auditif, et là, il sera totalement invisible. D'accord. Donc, voilà, c'est un appareil, un appareil auriculaire classique, c'est un CIC, et donc il va être à l'entrée du conduit auditif, et un ICC, c'est un appareil le plus petit possible, il va être à l'intérieur du conduit auditif. D'accord. Mais c'est très, très fonction de la forme du conduit et de la capacité de ce qu'on va pouvoir mettre. J'ai encore une question pour vous, Philippe. Un audioprothésiste doit-il avoir un diplôme, un certificat ou quelque chose qui nous oriente vers lui? Alors, c'est une grosse question. Alors, bien sûr, oui, c'est une profession de santé réglementée, donc il doit avoir un diplôme d'État d'audioprothèse. Aujourd'hui, vous avez des écoles de formation en France qui sont très, très bien faites. Vous avez donc, il faut absolument avoir un diplôme. On a des grandes discussions parce que finalement, aujourd'hui, la formation française est assez bonne. Elle pourrait être encore meilleure, mais elle est assez bonne. Vous avez la formation belge qui est excellente aussi, qui forme des audiologistes. Donc, en même temps qu'il y a des audioprothésistes, ils font de l'exploration fonctionnelle sur les vertiges, par exemple. Donc, c'est ce qu'on aimerait avoir aussi en France. Et puis, vous avez des diplômes étrangers qui sont au sein de l'Union européenne et qui sont totalement éligibles à la profession d'audioprothésiste, puisque la libre circulation, la loi européenne autorise la libre circulation des diplômes au sein de l'Union, avec des formations qui sont quelquefois inférieures à la formation française. Ce qui fait que on a demandé, nous, audioprothésistes français, à ce qu'il y ait un affichage du diplôme dans la salle d'attente pour les patients dans la langue d'origine. Alors, ma question, ça, ce n'est pas obligatoire aujourd'hui, ça n'est pas fait. Alors, ça devrait l'être puisqu'on a signé les accords avec le ministère de la Santé. Aujourd'hui, je pense que malheureusement, il n'y aura pas d'obligation. Il y aura une possibilité pour l'audioprothésiste de l'afficher, mais ça sera jamais une contrainte. Donc, c'est à l'audioprothésiste, enfin, c'est au patient éventuellement. C'est vrai que c'est un peu compliqué à lui demander l'origine de son diplôme. Voilà. Et est-ce que le patient peut demander à ce qu'on lui présente le diplôme? Voilà, bien sûr, oui. Mais normalement, il devrait être affiché en salle d'attente et au moins dans son cabinet. D'accord. Mais c'est vrai que, alors, les diplômes étrangers, enfin, les diplômes, oui, passés à l'étranger, ils sont assez récents. Donc, en fonction de l'âge de l'audioprothésiste, vous allez peut-être, globalement, ça fait à peu près 5 ans qu'on a ce problème qui est à la fois un problème et pas un problème, puisqu'on n'avait pas assez d'audioprothésistes formés en France. Ça a permis comme ça d'ouvrir des points de vente et donc d'avoir des points de vente de proximité, parce que finalement, on avait un quadrillage de la France qui était assez faible.
Et la proximité, comme je le disais, de l'audioprothésiste est très important et la disponibilité de l'audioprothésiste. Donc, on a eu une explosion du nombre de demandes. Vous savez qu'avant la réforme de santé, du 100% santé, en France, il se vendait à peu près 914 000, enfin 950 000 audioprothèses par an. Depuis la réforme, on est passé à 1,7 million. Donc, on a presque doublé le nombre d'audioprothèses vendues en France en un an de temps, ce qui n'était jamais arrivé dans aucun pays du monde. On a eu besoin de professionnels de santé. Alors, je me permets, c'est que l'heure tourne et puis on va devoir libérer nos participants. Avant de les libérer, j'avais une dernière question et ça va être une question pour Sébastien qui va ouvrir peut-être aussi quelques conseils. Est-ce qu'on peut avoir d'autres aides autres que un remboursement Sécu et sa mutuelle? Est-ce qu'il existe des aides et notamment par la MDPH? Oui, effectivement, et par la MDPH et puis par la reconnaissance de travailleurs handicapés. Ne pas hésiter à se renseigner quand on est en activité auprès de son employeur et notamment de la direction des ressources humaines, quels accords éventuels ont été mis en place pour l'accompagnement des personnes à déficience, que ce soit visuelle, auditive ou autre, de manière à voir si effectivement, dans ce cadre-là, on peut avoir un complément, hein, et peut-être que son complément va pouvoir nous aider à soit rester sur la classe 1, soit aller sur la classe 2 en fonction de son besoin. Et puis, en fonction de ses revenus, il y a également certaines aides sociales au travers de la caisse d'allocation familiale et parfois de mairie, mais en fonction de ses revenus sociaux. Il ne faut pas hésiter en fonction de comment on se situe et de taper à ces portes-là, mais de bien penser quand on est en activité, voire même avant de quitter l'entreprise quand on est dans ce cycle de vie, potentiellement que l'accord cadre RQTH à l'intérieur de mon groupe ou de mon entreprise peut aussi m'aider financièrement pour être accompagné financièrement. Donc oui, il existe aussi ces éléments complémentaires à la Sécu et à sa complémentaire santé. Et puis effectivement, dans les bonnes pratiques, de bien penser pour un petit peu rassembler, de bien penser à maintenir ces bonnes connectivités, ces bonnes connexions entre les autres et soi-même, hein. Et donc, au moindre indicateur que je sois équipée ou que je ne suis pas équipée, pardon, à moindre indicateur de gêne de compréhension de la parole, de vérifier. Peut-être qu'effectivement, le nettoyage l'appareil a besoin d'un nettoyage, qu'il a peut-être perdu en performance, etc. Et donc, de oser, hein, au-delà des 2-3 rendez-vous annuels, dans ce cas-là, d'oser aller voir son audioprothésiste si je suis équipée. Et puis, si je ne suis pas équipée en aide auditive, effectivement, d'en parler à son médecin généraliste et de faire un point. Peut-être qu'il y a un bouchon de cérumen qui s'est installé et du coup, j'ai une gêne momentanée de la compréhension de la parole. Peut-être que la gêne de compréhension de la parole fait état de quelque chose de plus installé au niveau de troubles de l'audition. Donc, vraiment oser consulter, de bien intégrer le suivi de son audition, comme on le disait en ouverture, dans son parcours de santé. Et c'est d'autant plus nécessaire lorsqu'il y a des sifflements-bourdonnements qu'on appelle les acouphènes, pour vraiment, et là, il y a une vraie invitation en santé publique à faire rentrer son suivi des acouphènes et le médecin spécialiste et le médecin ORL en cas de sifflement-bourdonnement des oreilles. Et pour rejoindre un petit peu les aides auditives, effectivement, si il y a une perte auditive associée aux acouphènes, on peut, et Philippe peut confirmer, on peut s'appuyer sur les aides auditives pour aider à gérer l'inconfort, hein, toute la déstabilisation de la présence des acouphènes. Mais il est important de faire un point global avec l'ORL en cas d'acouphènes, hein. Il est important qu'on parle des acouphènes également ce soir. Et puis, dans cette partie acouphènes, ne pas hésiter. Il y a des lignes d'appel de France Acouphènes au cas où
certains d'entre vous soient vraiment déstabilisés par la présence des acouphènes par moment. Et dans le cadre général, pensez bien que de manière universelle, l'oreille a besoin de temps de repos, elle a besoin de temps de récupération, on a des modes de vie qui nous exposent, on s'expose énormément au bruit, hein, que ce soit des bruits autour de nous, que ce soit l'écoute de musique, etc., à fort volume, de longue durée. Et tous ces modes de vie, l'oreille n'a pas été construite pour pouvoir absorber toute cette quantité sonore, toute cette pression. Et donc, il y a un phénomène qu'on appelle le stress acoustique, hein, sur l'oreille. Et plus on est sujet au stress acoustique, plus les petites cellules de l'oreille ont du mal à envoyer des informations qui sont correctement, facilement, aisément décodables. Donc, avant même de parler de troubles auditifs, on parle aussi de fatigue auditive. Et là, on a un vrai levier d'action, les uns et les autres, au cours de notre vie. Et on le vit. En courant de l'après-midi, il n'est pas rare qu'on rencontre des difficultés de compréhension de la parole qui sont normalement momentanées. Et si on offre au moins la nuit comme un temps de récupération au calme sonore, l'oreille va récupérer et on entend tous mieux, au sens que l'on comprend mieux la parole le matin en se levant qu'en se couchant, en théorie, si on dort bien dans le calme sonore. Et au cours de sa journée, on peut instaurer des temps de pause, hein, de récupération pour l'oreille, quel que soit son travail, quels que soient ses modes de vie, et puis aider, le cas échéant, aider l'oreille pour qu'on puisse bien rester connecté, puisque c'est la meilleure stimulation pour le cerveau, c'est notre relation sociale. Ah, j'ai une question, et ce sera la dernière, après on va clore la conférence puisqu'il est déjà 19h15. En cas de maladie, alors, autospongiose, résultat audiogramme à 65%, quel appareil conseillez-vous? Alors, ouais, l'autospongiose, donc c'est une maladie au niveau de la chaîne ossiculaire en réalité, hein, c'est une maladie génétique. En réalité, c'est un problème de transmission. Donc, c'est pas un problème neurosensoriel. Ça vient pas, tout à l'heure, on a vu dans l'oreille, ça vient pas de l'oreille interne, ça vient d'un problème de mécanique finalement. Donc, en réalité, l'autospongiose, ça s'apparaît très, très facilement parce qu'il n'y a pas besoin tellement d'un appareil très sophistiqué. Donc, un appareil classe 1, si c'est la question, elle suffira largement. Et est-ce qu'un intra ou un contour, si le conduit auditif est suffisamment grand et que la personne accepte un intra-auriculaire, très bien pour un intra-auriculaire. Sinon, un mini-RIC, ça marche très, très bien. En tous les cas, l'autospongiose, ça apparaît très facilement. La plupart du temps, en attendant l'opération, puisqu'on conseille quand même aux gens qui ont une autospongiose, c'est opérable l'autospongiose, hein, donc ça peut être un acte chirurgical qui est légèrement invasif, c'est vrai, mais qui permet de retrouver une audition sans appareil auditif. Merci Philippe. Donc nous arrivons au terme de cette conférence. Qui est passé très vite, hein, le temps est finalement passé vraiment très vite. Je profite de ce moment pour vous informer que le tour essentiel sur l'audition prend la route dès demain. Alors, j'ai avec moi les dates. Il sera à Amiens demain, à Glizy mercredi, jeudi au Havre, vendredi à Lille, samedi à Soissons, mardi prochain à Reims, le 28 à Beauvais, le 29 à Chambly, le 30 à Creil, le 1er octobre à Compiègne. À son bord, un audioprothésiste réalisera des audiogrammes. On dit audiogramme, Philippe? Oui, audiogramme tonal, précisément. Voilà, et il répondra à toutes les questions. Vous aurez des brochures, des bandes de sophrologie, des sièges massants. N'hésitez pas à vous y rendre. Toutes les infos sont sur le site de ccmo.fr. Je remercie nos intervenants. Je remercie Magali pour toutes les informations qu'elle nous a délivrées. Je remercie Philippe et je remercie Sébastien. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Très bientôt. Merci beaucoup, Élise, et merci à la CCMO Mutuelle de ce beau tour, bus tour, qui permet d'amener l'audition à vous, au plus près de vous. Bonne soirée.